Hello tout le monde. Bon, je vous montre pas ma tête parce que j'ai un bon rhume et la tête, elle va avec. Je crois que le pire des manipulateurs, il se trouve dans notre tête. Et, et pour éviter la dissonance cognitive, en plus, on va se justifier des très bonnes raisons d'agir comme ça. Je suis Rose et ensemble, dans cette nouvelle saison de contradictions, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Vous savez à quel point j'aime partager sur cette chaîne des choses qui m'inspirent et que je pense extrêmement aidantes et inspirantes pour beaucoup de monde. Quand je regarde bien, en fait, nous les humains, globalement, on se coltine souvent une même forme de mots, même si ça se décline pas toujours de la même façon. Il y a vraiment des bases communes. C'est pour ça que je vais piocher dans les philosophes, dans les gens qui témoignent de ce qu'ils vivent, parce que on pense souvent qu'on est seul au monde avec nos problèmes, mais on se rend compte que bah non, en fait, il y a plein de gens qui vivent des choses un peu similaires. Et ce que je trouve bon dans notre temps, il y a des choses négatives, mais il y a des choses très positives, c'est qu'il y a beaucoup de moyens de partager, beaucoup de moyens d'écouter, et donc de pouvoir trouver des inspirations, parce que chaque solution va être différente pour chacun, mais on peut toujours s'inspirer des solutions des autres, aller faire des essais. La vie, c'est aussi ça, des essais, des erreurs. Et en réalité, il n'y a pas d'erreur, parce que on apprend toujours des choses, et au moins, on peut apprendre que cette solution-là, c'était pas la bonne pour nous. Et donc, c'est toujours intéressant d'avancer, en quelque sorte. C'est comme quand on est sur une bicyclette, on continue à pédaler, et on avance. Et c'est ça le sens de la vie aussi. On ne sait pas où on va, mais on y va, et on y va en essayant de trouver une forme d'enthousiasme et de curiosité. Voilà, alors, là, je vais vous partager un extrait, d'une vidéo issue d'un podcast. La chaîne, c'est Agence Double Monde. Et le podcast, la playlist qui se trouve à l'intérieur de la chaîne, c'est Contradiction par Rose. Donc c'est elle qui mène les interviews. Elle le fait avec brio, sincérité, intégrité, beaucoup de subtilité dans les questions et les partages. Les invités, ils sont divers et variés. Je vous conseille vraiment d'aller regarder cette playlist si vous avez des addictions, si vous voulez comprendre mieux l'addiction, si vous avez des personnes autour de vous qui vivent des addictions. Je pense que c'est un peu universel, hein. L'addiction, c'est rare que personne soit addict à quelque chose. La grosse problématique, c'est quand ça commence à nous priver de liberté ou à devenir vraiment toxique pour nous ou pour nos proches. Et voilà, donc là, c'est une rencontre avec Fabien Olicard. J'adore Fabien Olicard et échange comme toujours, très 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 riche, très intéressant. Vraiment beaucoup de subtilité, beaucoup de bon sens, beaucoup de sincérité, de simplicité aussi. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de je fais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'aime cette personne parce qu'elle ne fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre sous prétexte qu'elle est connue. Voilà, j'aime beaucoup ça, cette simplicité et surtout de quoi s'inspirer. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne, à aller voir cette playlist parce que vous pourriez être surpris des gens qu'elle interviewe. Donc allez regarder ce qui vous attire. Je vous y invite vraiment. Bonne écoute, ciao. Trouble mental, profil neuroatypique et addiction, quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il dit qu'il a du mal à aller au bout des choses, mais ne fait pourtant rien à moitié. Procrastinateur hyperactif, il est son propre cobaye pour comprendre le monde. Suite à une dépression très jeune, il fut capable d'une spectaculaire introspection qui le conduira aux portes de sa perception et le mènera à créer alors une boussole mentale qui le guide encore aujourd'hui. Addict à la connaissance et à tout ce qui peut le rendre plus fidèle à lui-même, il réapprivoise sa mémoire, retrouve l'itinéraire du bonheur dans son cerveau, refuse qu'on le manipule, déjoue les pièges d'une fausse réalité, mène à bien des projets qui auraient pu mourir dans les abîmes de la procrastination.
Fabien est un virtuose de l'esprit, bien plus qu'un simple magicien mental. Il est alchimiste du cerveau et maître de l'illusion, réputé pour sa capacité à lire les pensées et décoder les comportements humains. Jonglant spectaculairement avec des notions telles que la mémoire, la procrastination, l'addiction, la motivation ou la démotivation, Fabien nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons transformer notre mental en une forme constante plutôt que de devenir esclaves de nos propres pensées. Et oui, aujourd'hui nous avons l'honneur et la chance de faire un tour dans l'esprit créatif de Fabien Olicard. Nous sommes donc dans ton antre, dans ton studio. Exactement. Là où tu fais tes vidéos. Ouais. Et je suis heureuse de venir discuter avec toi du cerveau, tout simplement, et de toutes ces notions avec lesquelles tu jongles si bien, de la motivation à la volonté, à la procrastination, qui, moi, me concernent de très près par rapport à l'addiction, parce que ce sont des mécanismes d'évitement, où voilà, il y a beaucoup de... On va parler des biais cognitifs, on va parler de la procrastination qui est extrêmement présente dans l'addiction. Est-ce que déjà, tu pourrais me donner ta définition de l'addiction ? L'addiction, c'est... je crois pas que ce soit... définissable, comme on le dit souvent, d'avoir besoin de quelque chose. Pour moi, c'est d'avoir trouvé un remplacement à tout ce qui nous demande des efforts, en fait. Pour moi, la vraie addiction, c'est ça. C'est ce que tu vas faire à la place de quelque chose qui peut être utile, pratique ou nécessaire, mais qui te demande un effort. Je me souviens d'expériences qui ont été faites où les comportements addictifs, du coup, ne mangeaient plus. N'allaient plus faire leurs courses ou ne prenaient plus le temps de se faire à manger, etc. C'est ça pour moi l'addiction. La vraie addiction, c'est quand ça peut surpasser des besoins primaires de la pyramide de Maslow qui sont manger, dormir et être en sécurité. C'est-à-dire un mécanisme d'évitement déjà de la réalité, de choses qui nous demandent justement un effort, mais qui sont parfois simples et faciles à faire pour certaines personnes. Bien sûr. Et qui pour nous, donc c'est pour ça qu'à la base, moi j'ai toujours cette impression qu'il y a peut-être un trouble. Je t'ai entendu parler souvent de troubles déficitaires de l'attention, par exemple, peut-être dont tu serais victime, entre guillemets, ou de grands inventeurs comme... Bien sûr, comme Léonard de Vinci, voilà, Léonard de Vinci, Victor Hugo, voilà, qui écrivait, donc Victor Hugo qui écrivait nu pour que... pour être sûr de finir ses chapitres. mais c'était pas, en plus, c'était pas une technique de productivité chez lui. C'est que s'il ne faisait pas ça, il savait qu'il n'allait rien faire. Il devait beaucoup d'argent à Victor Hugo quand il écrivait, c'était sur Notre-Dame de Paris. Il avait eu des avances de la part de son éditeur. Il avait beaucoup de retard, il repoussait, et puis c'est sous la menace d'un procès et d'un potentiel remboursement qui, au lieu d'aller faire la fête, parce qu'il aimait bien faire la fête, a demandé à ses domestiques de maison de supprimer tous les vêtements. Et il écrivait nu, et pour que les domestiques rendent les vêtements, il fallait qu'il leur prouve qu'il avait écrit un feuillet entier, un chapitre. Ça a été sa seule manière d'avancer, ce qui est une solution quand même assez bancale. Ça reste qu'un pansement, une béquille, parce que ça montre bien qu'il n'a rien solutionné, en tout cas dans son comportement d'addiction, quoi. Mais c'est ça, c'est des béquilles de toute façon. Donc il aimait faire la fête, donc on y revient de toute façon. Il aimait faire la fête. Après, il y a aussi des profils comme moi, tu vois, où j'ai pas de déficit de l'attention, mais j'ai une attention qui... un peu comme tout le monde, mais quand même peut-être un peu exacerbé, adore changer de sujet. Léonard de Vinci, on le sait aujourd'hui, était un petit peu comme ça. C'est pour ça qu'il commençait ses croquis, passait sur autre chose. Il a mis 20 ans à finir la Joconde. C'est pas qu'il lui manquait des pinceaux, c'est vraiment juste qu'il passait à autre chose, quoi. C'est ce qu'on appelle la pensée arborescente aussi. Oui, c'est une forme de pensée arborescente. Et du coup, il faut se canaliser parce que on peut être addict de cette nouveauté, en fait, et de cette nouvelle idée, là aussi. Puis il y a des profils addictifs. Moi, quand j'ai arrêté de fumer la cigarette... la première question que j'ai posée à mon médecin, ça a été de lui dire, je vois des copains, ils fument que le week-end. C'est ce qu'ils me disent. C'est pas vrai, c'est des menteurs. Pour moi, c'était des menteurs. Parce que mon manque nicotinique était si rapide que c'était pas possible, que toute la semaine, ils y pensent pas, et puis ça va. Et puis, il me fait passer une batterie de tests, et puis il me dit, voilà, t'as un profil addictif très très fort. Alors, il me dit, t'es comment dans le travail? Dans le travail, je suis un peu travaillomane. Si je m'y mets, je m'y mets. Il fait voilà, ça correspond. T'es comment avec? Il me cite 2-3 loisirs, il me dit les jeux vidéo. Je sais, jeux vidéo, s'il y en a un qui me plaît, je le désinstalle ou je le revends. Mais à ce point, je fais oui, parce que sinon je sais que je vais passer ma vie dessus. Et en plus, je suis un peu complétiste. Alors si c'est un jeu où on peut réussir en faisant
mieux que la réussite. Par exemple, un Mario Bros, il faut avoir 3 étoiles à chaque niveau. Tu peux faire tous les niveaux avec 0 étoile. Mais moi, je vais vouloir les 3 étoiles. Donc, j'ai l'addiction à la complète. Je pense que tu sais retrouver l'air frais, justement. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Ton métier, donc le mentalisme, c'est étudier les comportements humains de près. En fait, quelque part, c'est étudier comment le cerveau fonctionne. Et est-ce que je me suis dit que tu pouvais nous aider justement à comprendre des comportements addictifs? Est-ce que ça peut aider pour ce genre de choses, justement? Alors, le mentalisme en lui-même, tel qu'il est décrit dans la littérature, c'est une branche de la magie pour bluffer les gens sur scène. C'est toujours important pour moi de le préciser parce que... Oui, j'ai pas voulu rentrer là-dedans parce qu'on n'est pas dans ce Et sujet-là. puis c'est surtout pour pas me mettre une étiquette d'expert un peu charlatan qui ne le serait pas. Je suis pas expert, mais je suis passionné, évidemment. Et parmi les techniques qu'on emploie dans le mentalisme, il y a ce que tu viens de citer. Et du coup, là, je fais l'inverse d'un expert. C'est de la vulgarisation. Je vole le travail des experts et je le presse pour extraire des choses qui peuvent être pratiques d'abord pour moi, d'ailleurs, et puis ensuite utiles ou intéressantes pour les gens qui ont la gentillesse de m'écouter. Donc oui, pour répondre à ta question aussi simplement et aussi binairement, ça peut aider à comprendre des comportements parce que par le prisme du mentalisme, cette passion en tout cas pour le cerveau, j'ai l'impression que l'addiction c'est une sorte d'auto-manipulation, comme si on scindait un peu son esprit en deux et que le cerveau dans des mécanismes qu'on connaît bien à la base, hein, comme les mécanismes de biais cognitifs que tu citais tout à l'heure, va prendre les commandes de nos décisions. Et tu vois, des fois, on a peur des mentalistes parce qu'on se dit « Ah, il va me manipuler, il va... » Mais en fait, je crois que le pire des manipulateurs, il se trouve dans notre tête. Et pour éviter la dissonance cognitive, en plus, on va se justifier des très bonnes raisons d'agir comme ça. Dans l'addiction, notamment, quand on fume, dans l'addiction, le nombre de personnes qui disent... Moi, la première qui disait... Il faut bien mourir de quelque chose. Ouais. On trouve des justificatifs à nos comportements pour pas être en dissonance. Oui, on veut pas être en dissonance. C'est fou, c'est fou d'en rire à ce point. Tu vois, en ce moment, je le vois avec l'addiction au contenu disponible sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas tant l'addiction au réseau que sur le contenu disponible. Il y a eu une forme d'addiction pendant un temps au like. Tu vois, quand vraiment Facebook était à son apogée, qu'Insta est arrivé, quand tu voyais une notif, quand tu voyais un like, ça déclenchait de la sérotonine, ce qui est quand même assez incroyable parce que c'est l'hormone qui s'est déclenchée quand on vient de se rencontrer, qu'on s'est dit bonjour et qu'on s'est fait un compliment, toi et moi. C'est fait pour valoriser le lien social, la sérotonine. Eh bien, elle était déclenchée par les likes, le nombre d'abonnements. Du coup, le manque quand on ouvre l'application et puis qu'on n'a pas de like, on n'a pas un nouvel ami, qu'est-ce qui se passe? La notification, c'est dur. Exactement. Et alors là, en ce moment, je suis un peu fasciné par une autre forme d'addiction, c'est l'addiction au contenu générant une émotion. Donc c'est plus les likes, etc. C'est juste le fait de scroller et que sans effort, et surtout sans avoir prendre la décision et de faire le dur choix de je vais regarder quoi, on a un contenu court qui arrive, qui va provoquer une émotion, un rire, une déception, une peur, une colère, ce qu'on veut, et donc qui va déclencher de la dopamine et enclencher le circuit de la récompense. Ouais. Et le circuit de la récompense est à la base du profil addictif. Et ça, c'est très dur à voir. On est quand même, pour certaines personnes, jusqu'à 4 heures de consommation comme ça de contenu snack sur les réseaux sociaux. Qu'on n'aurait pas choisi vraiment. Qu'on n'aurait pas choisi. J'ai eu mes idées, mes espoirs pour le futur, que j'ai tenté des trucs, qu'il y en a qui ont réussi, qu'il y en a qui ont raté, et que je me suis construit. Et je pense que si j'étais tombé jeune aujourd'hui et que j'avais cette addiction à tout ça, en fait, tu laisses pas d'air pour la loisiveté, pour l'ennui, pour tester, pour essayer. Et on n'a pas encore le recul, mais je me demande ce que ça va donner dans 5 à 10 ans. Tu vois, j'ai très peur que ça donne juste des dépressions, moi, en fait. C'est un peu la même chose que quand les gens fumaient à 13 ans. C'est ça. Et voilà, aujourd'hui, on va se rendre compte. Mais sauf que, oui, la cigarette, elle a ce truc-là. Bon, c'est au niveau de la santé. Ouais. Elle détruit pas la vie, on va dire entre guillemets, par rapport à la drogue où on perd le contrôle de sa vie, ou à des comportements comme les troubles du comportement alimentaire qui font qu'on peut plus avoir de vie sociale. Ouais. Alors que la cigarette, au contraire, c'est une drogue sociale, on va dire. Même l'alcool, on va dire, ça l'alcool, c'est compliqué, hein. C'est une vraie drogue sociale. J'avais beaucoup travaillé sur le sujet. Mais j'ai vu tes vidéos assez intéressantes sur justement. Est-ce que je veux ce verre ou pas, en fait? Et tu vois, moi, depuis quelques années, en tournée, avec mon spectacle, on emmène des bières à 0% parce que j'aime le goût de l'amertume de la bière, mais je veux pas nécessairement de l'alcool qu'il y a dedans. Et ça a été fou parce que tu vois, comme quoi aussi
je sais plus qui quelqu'un disait, on est la somme des qualités de des 5 personnes qu'on fréquente le plus, tu vois. Et mon entourage, qui sont quand même des régisseurs de spectacles, des vieux de la vieille, tu vois, c'est compliqué d'avoir la discussion sur l'alcool avec eux. Et ben, maintenant, ils boivent des bières sans alcool. Ou des fois, le midi, l'autre fois, le gars du spectacle proposait du vin et tout. Et le plus ancien de mes régisseurs, le plus âgé, dit non, non, c'est trop facile de boire à midi, nous on a arrêté. Je me dis, ah, c'est bien, les mentalités elles peuvent changer, tu vois, tout le temps, mais encore faut-il prendre conscience que ben, l'addiction elle est partout. Et pour l'alcool et la cigarette, pour en revenir à ça, c'est un peu visible parce que il y a quand même des changements de comportement, des choses très visibles, tu vois, sur de la santé physique. La santé mentale, C'est beaucoup plus. c'est quand même plus insinueux, hein, parce que c'est C'est comme, encore plus c'est comme les important. maladies invisibles en fait, Je pense hein, qu'on c'est peut aller derrière, bien. Alors, en fait, je veux dire, même avec des maladies, bien sûr. les gens qui ont une bonne santé mentale peuvent surmonter un cancer. La journée, et puis la semaine d'après, ils vont Oui. dire, oh, t'es encore là-dessus? Non, mais allez, hein, faut y aller là Bah, maintenant. d'ailleurs, hein. en parlant de ça, faut y aller, la fameuse motivation et la démotivation dans ton livre, excuse-moi, Votre idée va devenir une va réalité. ouais. devenir exactement. Ce livre est sous-titré Journal d'un procrastinateur abstinent. Donc c'est important de voir Ouais. cette abstinence, parce que du coup, est-ce que la procrastination est une addiction? Moi, je la vois comme la cause et la conséquence en même temps des addictions. T'as tout à fait raison, c'est les deux faces d'une même pièce. Elles germent en chacun d'entre nous et on va avoir un profil qui va faire qu'on va devenir un peu addict à cette procrastination ou pas. C'est pas un pan que je détaille à ce point que Ouais. la conversation qu'on a dans ce livre, mais tu as tout à fait raison. En fait, on ne devient pas procrastinateur, on l'est déjà. Et après, on va être addict à cette procrastination, ce qui peut être mon cas. Donc, quand on est addict à quelque chose, on ne devient pas plus procrastinateur. On peut mettre en place des systèmes pour devenir abstinent à cette procrastination qui nous donne tant envie, qui fait que, bah oui, peu importe ce que j'ai à faire. Regarde, moi, le point de départ, mais je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui vont se reconnaître. hein. Il n'y a pas plus fort que lorsque je suis en retard que j'ai envie de nettoyer les tâches qu'il y a sur ma table. Alors que j'avais tellement de temps pour le faire et je ne l'ai pas fait. Mais là, c'est maintenant que je veux le faire. Donc comme quoi la tâche sur la table n'est pas un problème de tâche en lui-même. C'est que c'est quand c'est au moment de le faire que j'ai pas envie de le faire. Et c'est quand je dois faire quelque chose d'urgemment que celui-ci revient à mon centre d'intérêt parce qu'en fait, on n'a pas envie de se mettre en action dans l'inconfort de devoir faire quelque chose d'autre en fait. Et surtout quelque chose qu'on sait faire. La procrastination, elle est souvent liée à deux extrêmes. Ce que je ne sais pas faire et qui m'encombre, qui me demande du coup beaucoup d'investissement, et ce que je sais très bien faire. Du coup, ça ne m'intéresse plus. Et moi, j'ai cette procrastination très forte de je sais le faire, ça ne m'intéresse plus. Il y a des choses que j'ai arrêtées dans ma vie. Par exemple, j'avais un magazine qui s'appelait Curious. Je l'ai arrêté. Sèche-linge parce qu'il marche plus, Ah bah oui. pour comprendre comment Mais il fonctionne. C'est ça, la motivation première n'était pas de le réparer, était de Oui, comprendre c'est ça. c'est quoi. Et une fois que tu as su, tu n'avais le même plus truc. envie d'en avoir un. Non, non, c'était ouais, c'est ça. Non, moi je suis un curieux de nature. C'est ça, grosse fibre d'ADN au niveau de la curiosité. Donc j'ai envie de savoir comment fonctionnent les choses, le monde. Tu vois, le plus gros casse-tête, c'est le cerveau. Hein. C'est pas, je crois pas que ce soit hasardeux que ce point-là. Je pense qu'on est tous intéressés à un moment donné par le cerveau, et puis il y a une résonance après avec qui on est, pourquoi on a cet intérêt-là. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de l'addiction. On parlait de la procrastination et de la motivation. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que, parce que tu vois, les bouquins que j'écris, Votre idée va devenir une réalité, c'est pas un bouquin que j'écris pour les gens, hein. C'est un résidu d'expérience de ce que j'ai mis en place pour moi. Et si par bonheur les gens peuvent piocher des éléments dedans sans le prendre pour une méthode, tant mieux. Ça On va en contribue parler à un peu, aider. Mais parce que je pense que c'est des idées qui peuvent... bien sûr, Parce que si la bonne idée, ça peut être celle d'arrêter de boire ou de fumer ou de courir un marathon, comme Bien tu sûr. dis, ou, des choses qui nous font du bien et qui sont censées être bonnes pour nous. Donc arrêter une conduite addictive peut être la fameuse bonne idée de ton livre, et donc tu Bien nous sûr. donnes des clés. Oui, absolument. Mais le premier point, tu vois, que j'ai compris, c'est qu'il fallait arrêter avec l'idée de motivation pure. Tu vois, arrêter la cigarette. À un moment donné, je sais, je vais me réveiller un jour, je vais être motivé, je vais arrêter. La volonté, la fameuse. Bon, spoiler alerte, moi, j'ai jamais trouvé le bon moment pour arrêter. Hein. Comme je marche beaucoup en rationalisant les choses, et ça, on va en reparler, c'est
quand je me suis aperçu, c'était un anniversaire, qu'à partir du jour suivant, j'aurais eu autant de jours dans ma vie en tant que non-fumeur qu'en tant que fumeur. Donc j'ai vu ce point de bascule et d'équilibre, et là je me suis dit, il est de ma responsabilité de savoir si, du coup, j'aurais été plus fumeur que non-fumeur dans ma vie. Et dans le fond, personne n'a envie d'être addict à un poison, qui plus est, tu vois. Donc c'est là où j'ai commencé à donner du sens. Et de ce sens-là, j'ai projeté un futur, est-ce que ça allait pouvoir m'apporter d'arrêter ? Et de ça, j'ai trouvé des éléments qui allaient m'aider à persévérer, tu vois. Et ma motivation, ça a été l'élan de nouveauté pour essayer des systèmes. Mais la motivation, en fait, elle aussi, elle fait partie du circuit de la récompense. Elle génère de la dopamine très vite et elle repart du coup très vite. En fait, toi, ce que tu cherches, c'est comment ne pas être démotivé. Comment, en tout cas, rationaliser pour persévérer, tu vois. Persévérer. Par exemple, dans un premier temps... c'est ça le plus dur, parce oui. qu'on te dit souvent poser le verre pour les alcooliques. On dit souvent, c'est pas le plus dur de poser le verre. Le plus dur, c'est de rester abstinent. Exactement. C'est tu te dis... il faut que tu te rappelles pourquoi tu fais les choses. Tu vois, quand tu cours un marathon, par exemple, 42 km, ou moi j'ai fait des semis, donc 21 km, au 17e kilomètre, tu as intérêt de savoir pourquoi tu cours. Parce que la motivation que tu as eue au départ, quand il y avait les sifflets, les danseurs, la musique fort, et tout le monde qui fait « Allez, on y va !» Elle est 17 km derrière toi. Ça fait 1h30, 2 heures pour certains qu'elle est derrière toi. Moi, comme je courais lentement, elle était 2 heures derrière moi, cette motivation. Qu'est-ce qui va faire que je vais me bouffer ces 4 km ? Toi, de l'extérieur, tu vas te dire parce que tu as fait le plus gros. Mais toi, de l'intérieur, vraiment, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Moi, j'ai dû rationaliser, encore une fois, pour trouver de quoi persévérer. Ma première rationalisation au 17e kilomètre, ça a été de me dire, si j'arrête maintenant, je m'en fous. J'arrête maintenant. Qu'est-ce que je fais là tout de suite ? Je suis en plein Vincennes. Donc je vais pas appeler un taxi. Je vais devoir sortir de Vincennes en marchant. Ça va me prendre un temps monstrueux. En plus, j'ai mal aux jambes. Donc a priori, j'ai plus d'intérêt à continuer de courir pour sortir de ce bois, prendre un taxi, rentrer chez moi, que de m'arrêter maintenant, parce que je vais me remettre en mouvement et ça va être encore plus long que si je courais. Et c'est sur des éléments comme ça rationnels, il faut dézoomer, il faut comprendre pourquoi on fait les choses, comprendre pourquoi on doit persévérer, et comprendre aussi que c'est normal d'avoir des obstacles. Tu vois, on est quand même dans une période où dans les échanges, on a des experts en tout, des coachs en tout quand même, qui nous expliquent que c'est facile. Moi, je trouve ça chouette de rappeler que c'est pas facile. J'en parle dans le livre, la vie, c'est un petit peu un film, c'est une succession de films. Dans un film, tu as d'abord, c'est toujours le même scénario, la situation initiale, il se passe l'élément déclencheur, de là, il va y avoir les péripéties, donc c'est toujours des obstacles à franchir, des problèmes à résoudre, et puis à la fin, on aura la nouvelle situation initiale, on aura progressé entre-temps. Toute notre vie, c'est du mais et du et donc. En permanence, on a des problèmes à résoudre, des obstacles à franchir, c'est normal, c'est naturel, donc c'est pas grave, au contraire, parlons-en, parce qu'il faut s'y préparer. Si demain, tu as envie de te libérer de telle addiction, que tu sais que, ok, tu as le bon accompagnement pour le faire, etc., il faut garder au fond de soi que ça va pas être si simple. Il devrait, en temps normal, apparaître des obstacles non identifiés qui vont arriver, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être, malheureusement, son animal de compagnie qu'on aime le plus au monde, qui a un problème et qui nous quitte. Ça, c'était pas prévu sur un circuit de sevrage, hein. Et c'est très dur. Tu vois, j'étais au restaurant avant-hier avec Bernard Werber, qui est un ami qui est auteur de livres et tout. Et puis, il y a un truc qui le fascine, c'est qu'à chaque fois, quand il revient des toilettes ou de quelque part, je suis le regard dans le vide. Je suis pas avec mon téléphone. Et donc, il me dit, mais ça, je sais pas comment tu fais à chaque fois. C'est un truc qui me fascine chez toi, il me dit ça l'autre jour. Et je lui dis, oui, mais je buvais un café. Il me fait, c'est quoi le rapport ? Je fais, pas plus d'une addiction à la fois. Et il me fait, mais t'es sérieux ? Je fais, oui. Et puis tu sais... toi, ça, c'est sérieux ? Ah ouais, moi j'essaie de rationaliser. Je me dis, ok, si j'ai un truc un peu d'addiction, tu vois, le café, boire des cafés en fait partie. Je vais préférer boire un café à de l'eau, donc je me rends compte que c'est anormal, tu vois. Et bien, si je prends mon café, je vais pas en même temps scroller sur mon téléphone, pas plus d'une addiction à la fois, c'est déjà pas mal à gérer pour conscientiser que je suis ok et en train de m'autoriser à vivre cette addiction-là. Tu vois, il faut rien mettre sous le tapis. Avoir conscience, c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est déjà un bon point de départ, je trouve. Et puis, la suite de la discussion était marrante parce que il me dit, mais c'est marrant parce que tu fais tellement de choses et du coup,
souvent je te vois rien faire. Et je fais oui, mais je crois que de l'oisiveté naît la productivité. Bien sûr. Tu vois, c'est parce que justement j'ai maîtrisé dans le temps toutes ces addictions que j'ai du temps qui peut paraître de l'ennui, mais que pas du tout de l'ennui. Parce qu'en fait, on est dans notre tête, on fait des connexions bizarres dans le cerveau, on réfléchit, les arbres poussent, les feuilles aussi. Et c'est comme ça qu'on a des idées et qu'on peut commencer à voir laquelle brille le plus et à commencer à la jauger. Est-ce qu'elle est intéressante à suivre ou pas? Et voilà, on s'arrête là, mais le podcast n'est pas terminé, donc je vous invite tout simplement à aller cliquer sur le lien de l'audio et du podcast véritable qui se trouve dans le descriptif. Ce sera le lien avec le point rouge, comme ça vous trouverez facilement. Et vraiment, allez le voir, allez écouter la suite, allez écouter les autres, c'est absolument fascinant. On a tous des addictions, sincèrement, et cette compréhension-là, elle donne lieu à d'autres compréhensions sur d'autres choses. C'est un mécanisme extrêmement intéressant, au fond. Ça parle de nous. Voilà. Je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est pour la visibilité de ma chaîne, bien sûr, mais c'est aussi une curiosité et un intérêt pour moi de lire vos commentaires. Voilà, et votre expérience notamment, et d'autres idées, si vous en avez, sur les addictions. À bientôt. Salut!